On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout, de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et en partenariat avec la Ferme Digitale, je vous présente le 4e épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Aujourd'hui, nous allons parler digestat, déjection et déchets agricoles. J'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Masson, président de Biogaz de l'Orvin, un groupement de méthanisation dans l'Aube. Pourquoi Geoffrey ? Car depuis plus de 2 ans que je le connais, nous avons eu de nombreuses discussions passionnantes sur les enjeux de l'agriculture, ses opportunités, ses oppositions et parfois ses contradictions. L'idée du podcast Futur Agri est même en partie née de ces échanges que j'avais envie de partager tant elles m'ont touchée et éclairée. Alors bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, cela nous aidera à vous proposer du contenu toujours plus pertinent. Alors bonjour Geoffrey, je suis très contente aujourd'hui de partager cette discussion avec les auditeurs de Futur Agri. On se connaît bien tous les deux puisque ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, 2 ans d'échanges assez passionnants autour des sujets de l'agriculture et de la méthanisation, et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Salut Marion, merci pour l'invitation. Alors en quelques mots, donc, je m'appelle Geoffrey Masson, je suis porteur de projet, d'un projet de méthanisation actuellement, enfin déjà depuis 3 années. Donc dans l'Aube, avec projet full agricole. Donc on est 10 associés agriculteurs sur le projet. Et voilà, l'idée c'est de valoriser les coproduits et différents déchets agro-industriels en local. Et en parallèle de ça, j'ai une double casquette où je travaille du coup aussi pour Mimosa. Donc il y a une plateforme de financement participatif. Et je m'occupe de toute la partie énergie renouvelable, c'est-à-dire accompagner des projets d'énergie renouvelable agricole, pour ensuite qu'on puisse les financer sur la plateforme par l'intermédiaire d'une collecte. Top. Du coup, peut-être avant toute chose, je pense qu'il serait bien de donner une petite définition assez simple de la méthanisation, comme ça on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet après, mais poser un peu les bases de tout ça. Donc la méthanisation, l'idée c'est en fait de récupérer différents types de matières organiques. Donc ça peut être, donc là on est vraiment sur des projets agricoles, mais ça peut être aussi toute la partie fermentescible des ordures ménagères, tout type de déchets verts, tonte par exemple, donc on va retrouver dans toute la partie ce qu'on appelle les déchets de collectivité. Il peut aussi y avoir de la méthanisation sur des boues de stations d'épuration urbaines ou industrielles. On va pouvoir récupérer tout type aussi de déchets agro-industriels, type coproduits, liés aux industries par exemple de trituration, de colza, de tournesol, aux malteries, aux meuneries, enfin vraiment tout ce qui est... Tout ce qui reste en fait quand on transforme un produit, il y a forcément des choses qu'on va jeter et ça vous pouvez les récupérer. Exactement, donc ça c'est ce qu'on appelle des coproduits agro-industriels et donc ça c'est pas mal utilisé dans la méta, en tout cas ça permet de les valoriser correctement via la production de gaz. Et ensuite il y a toute la partie vraiment déchets agricoles, donc là on va retrouver très simplement les effluents d'élevage, lisiers, fumier, les cultures intermédiaires, vocation énergétique, donc on rentrera un peu dans le détail de ce que c'est plus tard, et les pailles. Voilà. Ok, donc du coup avec tout ça après tu fais quoi ? Donc voilà, donc on récupère tous ces types de coproduits ou de déchets, et dans les grandes lignes, donc en fait on va essayer de tout mettre dans une cuve hermétique. Donc, souvent c'est ce qu'on voit au bord des routes, des cuves un peu vertes avec des grands dômes type bâche, donc qui permettent de contenir le gaz. Et donc dans cette cuve hermétique privée d'oxygène, donc on appelle ça un milieu anaérobie, chauffé à peu près à 40 et quelques degrés, brassé en permanence, donc ça fait un genre de mélange un peu noir, un peu pâteux. Et donc dans ces conditions sans oxygène et à cette température, il y a des familles de bactéries bien spécifiques qui viennent s'y développer. Et ces bactéries viennent manger du coup la matière organique. Et lors de cette dégradation, il y a un biogaz qui est produit. Et dans ce biogaz, il y a à peu près 50% grosso modo de CH4, donc qui est le méthane, et 50% de CO2 et quelques autres gaz traces. Et donc ensuite, l'idée c'est qu'une fois qu'on a produit ce biogaz, on va soit l'épurer
et donc garder uniquement la partie méthane, la partie CH4 pour pouvoir l'injecter dans les réseaux de gaz, donc GRDF, gérés par GRDF ou GRT Gaz. Et donc ensuite, ça ira alimenter les principaux pôles de consommation, soit les citoyens eux-mêmes, soit les entreprises qui sont consommatrices de gaz. Et la deuxième voie de valorisation possible, c'est de ne pas épurer le gaz, mais de le garder comme il est, d'enlever uniquement les quelques petites impuretés qui pourraient être embêtantes, et de le brûler dans un moteur sur le site de méthanisation. Et donc ça, on appelle ça la cogénération. Et donc ça permet de produire d'une part de l'électricité, qui est ensuite injectée sur le réseau, et d'autre part de la chaleur, qui peut être valorisée soit en local sur le site, soit à proximité pour d'autres activités qui auraient besoin de chaleur. Ok, c'est bien, parce que comme ça c'est hyper clair et on va pouvoir ensuite voir comment toi tu traites spécifiquement ce sujet. Aujourd'hui, du coup, la méthanisation, c'est en fait ça fait partie des solutions de ce qu'on appelle la diversification. Si les agriculteurs se sont de plus en plus spécialisés dans les années 50, aujourd'hui on voit aussi un mouvement de diversification de leurs activités pour être, je pense, plus résilients dans leurs activités. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont aujourd'hui un peu les différents choix qui s'offrent aux agriculteurs pour justement évoluer, changer leurs pratiques et se diversifier? Là, toi, on va parler de la méthanisation, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'agriculteur aujourd'hui pour se diversifier et justement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu disais. Je pense qu'il y a eu une politique de centralisation et de se dire on va vraiment se spécialiser sur une seule production, ou quelques-unes en tout cas, et ne pas du tout aller chercher la valeur ajoutée sur la chaîne dans sa globalité, mais uniquement sur la partie production pure et dure. Et donc ça, on le voit, donc, peu importe les filières, hein, que ce soit sur la production de lait, de viande, ou céréalière, ou viticole. Enfin, viticole, c'est un peu différent, parce que souvent, ils peuvent être aussi transformateurs, mais voilà, les agriculteurs se sont spécialisés. Et donc ça a marché pendant des années, parce qu'il y a eu aussi un soutien de l'Europe, via la PAC, etc., pour qu'on se spécialise dans quelques productions et qu'on devienne du coup très bon en termes de productivité sur chaque culture. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être un peu les limites de ce système, dans le sens où y a des contraintes de plus en plus importantes, que ce soit environnementales, que ce soit des attentes sociétales, que ce soit le côté juste réglementaire, bureaucratique, qui est de plus en plus lourd et du coup coûteux à gérer pour les agriculteurs. Et donc on commence à avoir un petit peu un nouveau courant de pensée où on se dit ce serait peut-être bien qu'on essaie d'aller valoriser notre produit un petit peu plus loin et ne pas rester uniquement cantonné sur la production, mais faire pourquoi pas une première transformation, voire une seconde, ou quand on peut valoriser directement ces produits par de la vente en circuit court ou en vente directe carrément. Ok, donc il y a effectivement plusieurs manières aujourd'hui d'aborder ce 21e siècle pour les agriculteurs, dont effectivement la méthanisation. Qui sont pas simples non plus à mettre en place. Non. Il faut dire aussi stop un peu à la désinformation qu'il peut y avoir un peu partout, et en particulier à Paris. C'est pas simple de dire du jour au lendemain on fait de la biodynamie ou de l'agriculture biologique et on vend tout en direct, etc. Parce que ça nécessite d'avoir au niveau de l'agriculteur pas mal de compétences particulières, où souvent les agris c'est des producteurs, ils font très bien leur métier, néanmoins ils n'ont pas forcément envie de devenir vendeur ou commercial, artisan, ou artisan, et commercial, exactement. etc. Et du coup c'est aussi super Cumule complexe plein de casquettes et ça à peut mettre être en place, compliqué, que ce soit au niveau des compétences, des connaissances, mais tout simplement aussi juste de l'envie, quoi. À la base c'était pas prévu qu'ils fassent ça, et tout le monde n'a pas la fibre d'aller vendre ouais. sur les marchés ses productions, etc. Tout à fait. Ça c'est clair. Tout à fait. Pour revenir aussi sur justement un peu comment la méthanisation arrive dans notre époque, la génération de nos parents et de tes parents s'est aussi largement endettée pour adapter leur mode de production, produire plus avec justement cette spécialisation, etc. Ça a coûté cher, avec beaucoup d'endettement, puisque la dette aujourd'hui c'est quand même un sacré sujet en agriculture. Parfois un surendettement qui pour certains a été très compliqué à gérer. On est ici aussi dans la méthanisation quand même dans des montants qui sont assez astronomiques, avec plusieurs millions d'investissements, un fort endettement, avec certes des garanties à moyen terme en termes de prix de vente de l'énergie, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas là un peu un risque de replonger dans une spirale de surendettement pour les agriculteurs? Enfin, c'est quoi la différence en fait entre il y a 20 ans, 30 ans, quand on disait à tes parents faut que tu investisses dans des nouveaux bâtiments, etc. Et puis le jour où ça
où il n'y a plus de marché, on te laisse tomber et du coup, tu te retrouves avec tes dettes et plus de produits à vendre. Là, tu vois, c'est quoi la différence aujourd'hui ? Pourquoi la méthanisation aujourd'hui, ça va être mieux que ce qu'il y avait il y a 30 ans ? Ça a toujours été un secteur très capitalistique, quoi. Donc il y a les terres à acheter pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. Donc là, on est déjà sur des coûts d'investissement avec des retours qui sont extrêmement longs, 20 ans, 30 ans, certaines fois plus. Il y a ensuite toute la partie matérielle qui va être nécessaire pour l'agriculture, donc d'une manière générale. Donc encore plus dans l'élevage avec des bâtiments qui sont adaptés aux activités, mais aussi en céréales ou en viticulture, où il va y avoir quand même besoin de matériel. Aujourd'hui, un tracteur, ça vaut quand même cher. Ça va de 50 à 200, 250 000 euros. Les moissonneuses-batteuses par exemple, qui est un très bon exemple, où en moyenne on va être sur ce genre de tarif 150, 200, 250 000 euros, on s'en sert 2 semaines dans l'année, quoi. Donc c'est beaucoup d'argent à sortir pour avoir au final un outil qui va travailler très peu de temps. Et donc c'est vraiment intrinsèque au milieu agricole, c'est que ça a toujours été très capitalistique et qu'il a toujours fallu beaucoup investir pour pouvoir se lancer, renouveler son parc matériel, investir. Et souvent dans des projets agricoles, on est aussi à la limite du projet industriel. Et c'est le cas de la méta, quoi. Et ça peut être le cas de la méta. Après, sur les énergies renouvelables d'une manière différente, ce qui est bien, c'est que, en tout cas pour les porteurs de projets, c'est qu'il y a une volonté politique à développer ces énergies. L'agriculture est un vecteur de développement super important parce qu'il y a de la matière, il y a de la place, il y a du temps, il y a tout pour bien faire. Donc on parle de photovoltaïque, d'éolien ou de méta ou autre. Et du coup, vu que c'est des projets qui sont soutenus par le gouvernement, il y a des mécanismes financiers qui sont mis en place pour faire en sorte que on enlève le risque commercial au projet et on dise aux porteurs de projet, voilà, dans tous les cas, vos tarifs seront garantis sur 15 ou 20 ans en fonction de l'activité. D'accord, donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu montes un projet de méthanisation, tu connais ton prix de vente de l'énergie que tu vas produire sur 20 ans. Ouais. Donc ça te permet de t'endetter sans trop de risques. Exactement. En tout cas, tu n'as pas de risque commercial. C'est-à-dire que tu n'es pas là à vendre un produit sur un marché où tu vas devoir trouver le client et avoir une force de vente et des marchés, etc. parce que si demain plus personne ne te l'achète, tu es mort. Là, l'idée, c'est que tu as un acheteur avec qui tu signes et tu signes sur 15 ans. Donc, et en plus, les contrats sont adossés sur un décret d'État. Donc, tu as en effet un prix qui est connu à l'avance, qui pourra augmenter en fonction de l'inflation, mais qui ne pourra pas descendre en dessous d'un certain seuil. Et tu connais ton client. Et donc, ça te permet d'avoir déjà une visibilité sur ton chiffre d'affaires sur 15 ou 20 ans, qui est une sécurité incroyable. Et donc ça, c'est bien, quoi. Et en plus de ça, pour aussi développer les énergies renouvelables, tu as une majoration en fait, du tarif. Donc, tu n'es pas sur un tarif de marché. Où par exemple, tu vois, le gaz, il nous vient beaucoup des pays du Nord, de Norvège, et il arrive à peu près à peut-être 3 centimes le kilowattheure à l'entrée à la frontière. Et sur de la méta, tu vas avoir des tarifs qui vont être majorés par l'État. Donc l'État va rajouter une prime en fait pour te payer ton gaz, et on va du coup le vendre entre 8 et 12, 13 centimes le kilowattheure. Donc beaucoup plus cher par rapport au marché. Donc aujourd'hui, l'État est prêt à acheter plus cher cette énergie-là parce qu'elle vient de France, parce qu'elle Tout à fait. Et parce que c'est le début des filières. Et du coup, il faut de la subvention publique pour que les gens se disent ça vaut le coup de le faire. Donc on se lance, on prend un risque parce que c'est pas non plus le métier qu'on faisait à la base. Donc on se lance et on voit ce que ça donne. Et au moins, on a la sécurité vis-à-vis du prix et de la durée durant laquelle on va nous payer ce prix-là. Ça marche. Du coup, maintenant, on va plus parler de ton projet de méthanisation. Donc aujourd'hui, tu es président d'un groupement de méta qui s'appelle Biogaz de l'Orvin. Ouais, c'est ça. Donc qui va se concrétiser sur la ferme de tes parents qui est située dans l'Aube. Comment est né ce projet au sein de ta famille et comment tu t'es retrouvé à en être au cœur ? Enfin, ça a été quoi le début de tout ça ? Ouais, il est né du coup post-études. Moi, j'ai fait une école de commerce à la base. Et en sortant d'école, j'avais étudié la finance d'entreprise. Je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'avais passé un peu une année à regarder pas mal de trucs, à apprendre un peu en autodidacte sur l'agriculture, à refaire le lien avec ce que je connaissais avant, de par mon éducation, la ferme de mes parents, etc. Et il s'avère que j'avais fait un projet un peu d'études, un genre de mémoire sur la méta, donc en Master 2.
Et quand je suis retourné à la ferme 6 mois, bon, je cherchais la moitié du boulot, j'aidais mes parents sur la ferme, je savais pas trop quoi faire, comment me positionner. Et mes parents m'ont dit, bah écoute, soit à un moment donné, soit tu fais un truc sur la ferme avec nous, soit tu te casses, quoi. Soit tu fais du travail, mais il va falloir se décider. Il Quoi. va falloir faire quelque chose. C'est un peu, tu sors ou je te sors, mais il va falloir choisir. Quoi. Et du coup, j'ai fait lien avec la méta et on s'est lancé là-dessus. Donc au début, on a essayé de faire les premières études un peu à notre niveau économique, genre est-ce qu'on peut mobiliser des gisements sur nos fermes qui viennent pas concurrencer. Exactement, est-ce qu'il y a matière à alimenter le truc pour produire du gaz? Première question aussi, c'est est-ce qu'on a un réseau qui peut accepter le gaz qu'on va injecter, ou alors un réseau électrique? Mais qui dit réseau électrique dit cogénération, donc il faut aussi avoir un débouché pour la chaleur, c'est super important. Et donc là, on n'en avait pas trop parce qu'on n'est pas dans des régions d'élevage, donc tout ce qui est chauffe, de salle, etc., nous on oublie complètement. On est dans un milieu super rural, donc il n'y a pas de réseau d'eau chaude qui viennent chauffer les piscines municipales ou autres, parce que tout simplement il n'y en a pas. Donc on s'est concentré sur la valorisation du gaz, et donc on a essayé de voir quels étaient les réseaux disponibles, s'il y avait encore de la place dessus, etc., etc. Donc en fait, c'est toi qui as proposé un peu l'idée à tes parents, et ça s'est monté comme ça, en discutant ensemble, en passant 6 mois effectivement ensemble. Ouais, tout à fait, en passant 6 mois un peu avec la chambre d'agriculture, à regarder ce qui était faisable, en allant à des salons, en essayant de rencontrer des acteurs, en rencontrant aussi des producteurs où ils avaient déjà leurs unités qui fonctionnaient. Ça, je pense que c'est et essentiel. Ensuite, une fois qu'on a vu qu'il y avait moyen de faire un truc, et on s'est dit faut qu'on se réunisse, parce que c'est des projets conséquents, c'est beaucoup plus sympa de le faire à plusieurs, que ce soit en termes de temps, en termes d'investissement, etc., en termes de gestion au quotidien. Et donc on s'est rapproché des gens avec qui on avait déjà l'habitude de travailler, en fait, donc des voisins agriculteurs, soit qui travaillent déjà avec nous dans des cumas pour de la récolte du chanvre par exemple, ou de betteraves, et on leur a proposé le projet. Petit à petit ça s'est construit, et du coup on a fait à peu près 3 ans de développement, projet. D'accord. Et ça, on va revenir de toute façon sur toutes les étapes, mais justement du coup aujourd'hui la majorité des projets de méthanisation sont en collectif, à une dizaine environ d'agriculteurs, c'est un peu l'idée, ou peut-être moins. Peut-être un peu moins, je pense. Un peu moins. Mais il y a de tout, en effet, ça va du projet solo, où le gars fait son projet tout seul, au projet où tu vas retrouver 20, 30, 40, même 100 agriculteurs. Ouais. D'accord. Et du coup, justement, comment, t'en as un peu parlé, mais peut-être un peu en reparler plus en détail, comment vous avez constitué ce groupe-là? Comment vous les avez convaincus? Est-ce que vous avez rencontré des... Parce qu'il y a des agriculteurs, des voisins qui t'a proposé, qui t'ont dit non mais pas du tout. Tu vois, comment ça s'est passé? Comment tu sélectionnes ton groupe? On a sélectionné surtout par affinité. C'est-à-dire, on part sur 15, 20 ou 25 ans de travail en commun, donc il faut déjà être sûr que ça peut matcher en termes de personnalité, etc. C'est quand même un projet entrepreneurial, donc tu te mets pas avec n'importe qui uniquement pour avoir de la matière, sachant qu'après tout le monde va être actionnaire et autour de la table pour pas mal de décisions. Donc c'était vraiment par affinité, et donc par des agriculteurs avec qui mes parents travaillaient déjà, que moi je connaissais depuis longtemps, des voisins, des gens qui étaient vraiment à côté de chez nous. Et petit à petit, on a parlé à 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a d'autres qui sont venus aussi vers nous en disant nous, ça peut nous intéresser. Le projet est déjà bien monté, donc ça peut être cool. Tout se sait. Tout se sait, bien sûr. Dans la campagne, tout se sait. Et du coup, on a dit OK. Et on se retrouve aujourd'hui à 9 personnes. Du coup, donc vous êtes 9 cette exploitation. Ouais. Ok, ça marche. Tu vas poser la première pierre de l'unité de méthanisation, c'est quand que les travaux vont débuter? J'espère janvier, février 2021. Okay. Donc 2021, pourtant ça fait plusieurs années du coup que tu travailles sur le sujet. Moi je t'ai toujours connu avec ça en tête. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment rapidement les principales étapes en fait avant justement la première pierre, les principales étapes de mise en route du projet de méthane? Donc déjà tu as l'idée, tu fais un peu un premier petit tour effectivement des acteurs, rencontrer des gens qui font de la méthanisation, etc. pour voir si c'est possible ou pas. Tu constitues ton groupe, et là, à partir de ce moment-là, tu fais quoi? Ouais. Donc après cette première étape importante quand même de prise d'infos, au final, de dire on rencontre des gens qui ont déjà fait, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, tenant aboutissant, tu essaies de te faire un petit peu un mapping du marché, tu lis des bouquins. Et du truc, tu lis des bouquins exactement. Et ensuite, après ça, c'est quand même des projets qui sont très très administratifs et réglementaires. Donc il y a deux types, il y a deux, disons, grandes voies, un peu plus, mais bon, on va se concentrer sur deux, de monter un projet de méta. C'est soit de faire appel à un bureau d'études, donc qui va venir vraiment t'épauler de A à Z et qui va s'occuper de tout pour toi. Donc
L'avantage, c'est que ça va super vite, c'est que tu travailles avec des gens qui ont du coup pas mal d'expérience et qui vont pouvoir t'apporter un vrai retour et que tu vas gagner beaucoup de temps et qu'en plus, tu n'auras pas grand-chose à faire dans le sens où Oui, ils vont porter la charge de travail. ils vont s'occuper de beaucoup de choses, ils connaissent déjà les acteurs, tous les interlocuteurs au niveau des administrations, etc. Donc, ils gagnent beaucoup de temps. La contrainte, c'est que du coup, tu vas avoir des projets beaucoup moins personnalisés. Plutôt des projets clés en main où tu vas pas vraiment pouvoir choisir tout comme tu veux par rapport à ton gisement ou par rapport à ce que pourrait être ton gisement demain. Donc souvent c'est des projets qui vont être un peu moins évolutifs. Et tu as la deuxième voie, donc celle qu'on a choisie, où c'est plus long, mais où du coup tu vas te faire accompagner par des organismes un peu différents, type assistant à maîtrise d'ouvrage ou bureau de conseil, et où là tu vas faire en fait vraiment une sélection de chaque lot technique un par un. Et donc tu vas rédiger des cahiers des charges en fonction de tes besoins, en fonction de tes matières, en fonction des contraintes de ton site, en fonction des contraintes de l'épandage de Digesta, etc. Et tu vas ensuite alloter en fait chaque lot qu'il va y avoir sur le projet. Donc par exemple tu vas avoir un lot pour la partie process, donc uniquement digestion de la matière, incorporation, etc. Un lot pour tout ce qui est épuration du gaz, qui aurait pu être aussi un lot cogénération pour valoriser le biogaz. Un lot pour tout ce qui va être terrassement, VRD, un lot pour tout ce qui va être génie civil, je ne sais quoi, un lot pour tout ce qui va être voirie, béton, un lot pour tout ce qui va être hangar, etc. Et donc tu vas avoir entre 10 et 15 lots par projet. Et tu fais vraiment des appels d'offres sur chaque lot. Et donc, tu rentres vraiment dans le détail de ce que tu veux. Et tu discutes avec les constructeurs, tu compares, tu négocies. Tu fais ta sélection pour chaque problème. Ouais. Et le truc, c'est que ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Mais au moins ton projet de méta, tu l'as sur le bout des doigts, tu l'as maîtrisé de A à Z, et quand il sort de terre, tu le maîtrises plus facilement. Je pense déjà sur la partie début opérationnel, tu as beaucoup plus échangé avec les acteurs techniques, etc. Tu as peut-être plus suivi les négociations, les travaux, et donc déjà tu vas gagner du temps parce que tu connaîtras en fait ton site et pourquoi tu as choisi ça et pas ça. Et en plus, tu as un projet personnalisé qui va vraiment répondre à tes attentes en fonction de ton gisement et de tes contraintes. D'accord. Donc toi, c'est ça que tu as fait depuis 3 ans. Et nous, on est parti là-dessus, ouais, exactement. D'accord, ça marche. Et après, donc, au-delà de cette phase de consultation d'entreprise, donc surtout ce qui va concerner vraiment les choix techniques, quelle entreprise, quel fournisseur tu vas choisir. Il y a une grosse partie réglementaire sur tout ce qui est en fait dépôt de permis de construire, tout ce qui va être dossier de subvention, tout ce qui va être dossier ICPE. Donc en fait, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, tu dois faire un dossier et démontrer que ton site ne sera pas dangereux ni pour l'environnement, ni pour les gens qui travailleront dessus, etc. Et donc, c'est l'ADREAL, par exemple, qui instruit le dossier. Et l'instruction d'un dossier comme ça, par exemple, c'est plus de 6 mois, quoi. Ok. Oui, donc à chaque étape, en fait, effectivement, tu vas avoir des délais aussi, vu que c'est administratif. Ouais, et c'est pas, tu peux pas paralléliser les choses, quoi. C'est-à-dire que tu lances pas un peu tout d'un coup et te dire, je lance et les choses évoluent les unes parallèles aux autres. T'es obligé d'attendre d'avoir une réponse pour souvent. passer à l'autre sujet, etc. Donc c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps. Et ça marche. Pour parler un peu d'un autre sujet et rentrer aussi dans le détail de ce que les projets de méthanisation pose un peu comme problématique. Un des arguments aujourd'hui des un peu opposants à la méthanisation, c'est le souci du digestat. Donc c'est ce qui va sortir du coup de ton unité de méthanisation, qui peut contenir du coup effectivement des gaz à effet de serre, aussi des bactéries que tu vas du coup répandre derrière dans les champs. Comment vous gérez ça au sein de votre groupe et comment tu penses justement aussi à ta matière que tu vas sortir, qui va aussi servir effectivement un peu d'engrais? Et en même temps, c'est aussi une contrainte environnementale très forte que tu vas avoir. Comment vous avez géré ça, vous, du coup, sur le projet? Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que le digestat? Ouais, et rappelle-nous clairement ce qu'est le digestat. Donc, une fois que les bactéries ont dégradé la matière organique qui était présente dans ces grandes cuves là, qu'on appelle digesteurs, la matière ressort. Donc elle est introduite en continu et du coup il y a un digestat qui ressort en continu aussi en fonction de ce qui est introduit chaque jour. Et donc c'est une matière assez inerte si la digestion était bien faite, c'est-à-dire que en fonction des matières qui vont composer ta ration, donc qui va te permettre d'alimenter ton méthaniseur tous les jours, chaque matière a des temps de dégradation différentes. Exemple, tout ce qui est un peu plus ligneux, type paille, etc., il faudra que ce soit beaucoup mieux préparé en amont et il va y avoir des temps de dégradation plus importants.
plus important que, par exemple, du lisier ou des cultures intermédiaires, où ça va être de la matière fraîche, verte, plus liquide, qui va plus rapidement se dégrader. Et donc, tu fais un petit peu ton bilan matière et ça va te donner le nombre de jours en fonction de tes caractéristiques de digestion, donc de la chaleur, de l'agitation, etc. Le nombre de jours durant lesquels la matière devra rester dans le méthaniseur pour qu'il y ait une dégradation qui soit totale. D'accord. Donc ça, c'est déjà super important d'un point de vue productivité, parce que le but, c'est quand même d'aller extraire tout le gaz possible des matières que tu mets dedans. Et en plus, ça va aussi permettre de dégrader quasi toute la matière organique et donc de ressortir un digestat qui va être relativement inerte, puisque très carboné et eau et carbone, quoi, mais sans trop de matière organique résiduelle. D'accord. Et donc ce digestat, donc il a des caractéristiques agronomiques intéressantes, puisqu'il va en fait concentrer tous les éléments nutritifs qui aura été introduits dans le digesteur. Donc tout ce qui est NPK, azote, potasse, phosphore, principalement, plus d'autres oligo-éléments et tout, plus de la matière organique. Et donc une fois que ce digestat il est sorti, il se présente sous une forme brute, en fait, donc ça ressemble à un truc un peu, une boue liquide, pas très appétante, mais bon, ok, et qui pourra soit être épandue directement dans les champs, par des systèmes qu'on appelle de pendillard, où tu vas essayer de dépendre cette matière au plus proche du sol, voire même ensuite enfouir la matière pour qu'elle reste dans le sol et qu'il n'y ait pas trop d'évaporation justement de ces éléments nutritifs, comme l'azote. Et donc ça, vous le répartissez entre vous 9 Ouais, tout à fait. Donc, en fait, on va se le répartir, nous, en termes de politique, on va se le répartir en fonction des apports de chacun. Donc, qui peuvent varier en fonction des années. Et en gros, si tu apportes 1 tonne de matière, tu vas récupérer 1 tonne de digestat. Mais au-delà de ce digestat brut, en fait, il peut y avoir d'autres traitements possibles qui permettent de soit le concentrer, soit de séparer les phases, etc., pour en faciliter la gestion, le stockage et l'épandage. Et donc, une des grandes techniques, c'est de séparer les deux phases, liquide-solide. Et donc, tu le passes dans un outil qui te permet donc de récupérer une partie plutôt boue, solide d'un côté, et une partie très liquide de l'autre, et avec des concentrations en nutriments qui vont être différentes en fonction des deux phases, et donc que tu vas pouvoir derrière épandre sur certains types de plantes en fonction de leurs besoins. Exemple, une plante qui va avoir besoin de pas mal d'azote au printemps, et ben tu vas plutôt lui épandre la partie liquide dessus pour qu'elle ait de l'azote rapidement assimilable, et au contraire pour tout ce qui est plutôt amendement de fond, tu vas pouvoir épandre la partie plutôt solide, où là tu auras une plus grande concentration en carbone, etc. Et donc ça peut être aussi intéressant pour la vie du sol en général. Ok, donc du coup, effectivement, le digestat devient un énorme sujet aussi, parce qu'il faut le traiter, et enfin voilà, c'est pas juste... C'est une grosse organisation. Un plus, c'est vraiment, ça fait pas entièrement partie du projet, quoi. Tout à fait. Donc toi, tu me dis que tu es dans une zone qui est plutôt céréalière, il y a relativement peu d'élevage, effectivement. Tu me dis si je me trompe, mais c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, pas de déjection animale pour mettre ça dans l'unité méthane. Donc, qu'est-ce que vous un petit peu, mais du coup, quand même. Plus globalement, qu'est-ce que vous allez y mettre vous ? Enfin, c'est quoi vos sources d'approvisionnement ? Donc c'est assez diversifié. Donc voilà, le truc c'est qu'on n'est pas, il n'y a aucun éleveur qui est actionnaire dans le projet, qui est porteur avec nous. Donc l'idée c'était qu'on était tous céréaliers et qu'on voulait valoriser ce qu'on pouvait produire sur nos exploitations. Donc principalement c'est des pailles, des résidus de paille et des cultures intermédiaires. J'expliquerai après plus en détail ce que c'est. Après, le but, c'était aussi d'avoir des intrants, un gisement le plus diversifié possible. Donc, on est aussi allé chercher auprès de voisins éleveurs, donc même s'il n'y en a plus beaucoup, pour savoir si ça pouvait les intéresser, qu'on leur achète du fumier ou qu'on leur échange tout simplement fumier contre digestat. Et donc ça, on a trouvé pour quelques milliers de tonnes donc de pouvoir récupérer des effluents d'élevage. Et ensuite, on a la chance d'être près d'un pôle un peu agro-industriel, sur lequel on va pouvoir récupérer pas mal de déchets agro-industriels dans les filières de trituration de colza, de collecte de céréales et de meunerie, malterie. Et donc, en fait, on va avoir une grosse partie de gisements industriels, et ensuite, on va avoir effluents d'élevage, paille et culture intermédiaire. Ok, et donc peut-être les cultures intermédiaires. Ouais, et donc quand même pas mal de cultures intermédiaires, on va en avoir plus de 30% du gisement global de culture intermédiaire. Donc qu'est-ce que c'est en fait une culture intermédiaire ? Elle le porte dans son nom, c'est une culture qui va être mise en place entre deux cultures principales.
C'est-à-dire que par exemple, tu vas pouvoir implanter en mois de septembre une culture intermédiaire type seigle. Donc au mois de septembre, juste après la moisson qui s'est passée au mois de juillet, d'accord ? Donc 2 mois après, tu implantes cette culture. Elle va croître pendant l'hiver, donc surtout la partie septembre-octobre, et ensuite elle va reprendre sa croissance au printemps, mars, avril, mai. Et donc le but, ça peut être de l'ensiler début mai, où là du coup tu vas récupérer une matière verte. Donc ça c'est vraiment le couvert qui aura permis de couvrir le sol. Donc il y a aussi beaucoup d'enjeux agronomiques et environnementaux sur le couvert en lui-même, mais c'est pas forcément le sujet, où on en reviendra plus après dessus. Mais voilà, donc tu vas récolter ce couvert au mois de mai en l'ensilant classiquement, et ça va te faire de la matière verte pour alimenter ton méthaniseur. Et toujours début mai, juste après cette opération d'ensilage, tu vas ressemer directement une culture principale. Donc qui dit principale dit alimentaire, c'est-à-dire qui va aller à destination Ce que tu fais de depuis, l'alimentation humaine, ce que tout le monde fait depuis toujours, quoi. D'accord. Et donc là typiquement, donc tu vas prendre des variétés et des cultures qui vont avoir un cycle assez tardif, c'est-à-dire qui vont avoir une implantation assez tardive, c'est-à-dire qui peuvent être implantées assez tard au mois de mai. Et donc tu vas retrouver des cultures comme le sorgho, comme le tournesol, comme le maïs sur les terres qui le permettent, comme le sarrasin, ce genre de choses, quoi. Le chanvre. Ok, ça marche. Donc du coup, avec tout ça, vous arrivez à boucler la boucle et Exactement. à avoir un méthaniseur qui tourne toute l'année, quoi. Un autre exemple, peut-être pour encore illustrer cette partie culture intermédiaire, c'est un exemple qui peut être fait donc avec une culture d'hiver qui va être semée avant l'hiver. Un autre type de culture intermédiaire, ça va être de la semer juste après la moisson, c'est-à-dire de récolter le plus tôt possible, fin juin, début juillet en fonction de la météo, et tout de suite après de réimplanter donc un couvert, donc soit des cultures qui résistent bien à la sécheresse ou qui n'ont pas besoin d'eau, soit des trucs un petit peu multi-espèces, et ensuite de les ensiler un peu plus tardivement, du type octobre, pour récupérer une fois de plus la matière. Et donc ensuite, après cet ensilage, au mois d'octobre, Tu peux reprendre... tu réimplantes une culture classique. Exemple, du blé. Ok, ça marche. Donc du coup, effectivement, ça te permet de compléter aussi et d'avoir un des champs qui tourne. Et j'imagine que c'est pas mal aussi pour justement tout ce qui est sol, puisque tu auras moins de terre à nu et tu auras toujours quelque chose qui est en train de pousser là-dedans. Et, C'est aussi un des grands avantages de la méta, c'est que ça permet le procédé, le concept et le fait que ce soit approvisionné aussi en culture intermédiaire, c'est que ça ouvre des portes sur d'autres typologie d'agriculture. Exemple, l'agriculture de conservation des sols, où la méthanisation t'obligera à couvrir tes sols en permanence, même si tu ne valorises pas la culture pour le méthaniseur, mais tu prendras l'habitude de le faire, tu prendras la politique de le faire systématiquement. Et tu prendras aussi l'habitude de moins travailler tes sols parce que tu auras la contrainte du temps en te disant j'ai pas le temps de relabourer, redéchaumer, machin, etc. Et donc tu vas passer beaucoup plus rapidement avec des outils qui travaillent moins le sol, type semi-direct, pour implanter les cultures. Et donc la contrainte du méta fait que même si tu n'es pas forcément prêt en tant qu'agriculteur ou intéressé pour aller vers ce genre d'agriculture de conservation des sols, le projet va petit à petit t'obliger à le faire. Et donc c'est un des points positifs aussi de ce genre de projet. Et en plus, après, tu as toute la partie couverture des sols qui empêche l'érosion, parce que quand un sol est couvert, tu as un système racinaire au pied, tu as de la matière sur le dessus, donc quand il pleut, des orages où tu as beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, ça ravine beaucoup moins en fait. L'eau va pouvoir s'infiltrer dans le sol beaucoup mieux. Tu vas avoir sur le long terme une structure du sol bien meilleure, le fait que tu aies un truc couvert, tu vas pouvoir avoir des auxiliaires de vie qui vont s'y développer, des insectes, des trucs qui vont apporter aussi un certain équilibre. Il y a énormément d'avantages, et un des gros avantages qu'on oublie souvent de dire, c'est que pour pousser une plante a besoin principalement de soleil, photosynthèse, quoi. Ça lui permet de capter du CO2 et de le transformer en carbone pour sa croissance. Et donc, sur les agriculteurs classiques, disons, sans couvert des sols, et en fait, pendant un tiers ou la moitié de l'année, le sol est nu. Et donc, en fait, c'est des terres qui ne profitent pas de l'énergie gratuite du soleil. Et le fait de couvrir en permanence le sol, peu importe le débouché, et en fait, tu vas toujours pouvoir profiter de cette énergie gratuite et donc de capter du CO2. Et on connaît les enjeux actuels de réchauffement climatique, quoi. Super. Donc il y a aussi tous ces des choses qui sont en temps d'eux aussi, des externalités positives, exactement, qui vont permettre aux agriculteurs aussi de revoir leurs pratiques, etc., mais avec une vraie valorisation, parce qu'effectivement l'agriculture de conservation des sols te pousse à avoir systématiquement justement quelque chose de planté sur ta terre, mais si tu as des cultures intermédiaires dont tu ne fais rien,
c'est vrai que c'est beaucoup moins attractif que quand tu peux en faire quelque chose et que tu peux le valoriser dans la méta. Sachant que ces cultures intermédiaires sont aussi des cultures qui sont de nature très résistantes et donc qui nécessitent quasiment aucun produit chimique. Quoi. Donc il n'y a pas de désherbage si ça a été relativement bien implanté, il n'y a pas de pression fongique ou insectes, donc c'est des cultures qui sont par nature assez bio, et donc c'est ça qui est cool aussi. Quoi. Ouais, c'est sûr. Alors maintenant, on va un peu plus parler de toi aussi. Donc aujourd'hui, tu travailles avec tes parents sur la ferme avec ce projet de méta. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie quand tu étais petit de reprendre la ferme, de travailler avec eux ou pas du tout, ou tu t'étais jamais imaginé ça, et quel rapport un peu t'entretiens à ça, parce que là du coup tu es à moitié dedans parce qu'il y a le projet de méthanisation, mais en même temps c'est pas officiel que tu reprennes la ferme. C'est quoi un peu ton rapport à cette reprise d'exploitation familiale, ce sujet? Ouais, vaste sujet. J'ai toujours été sur la ferme, quoi. J'ai grandi dans la ferme, je suis né à la ferme, etc. Donc j'ai toujours grandi dans ce milieu. J'ai toujours bossé pendant mes vacances, aider à droite à gauche pour des petits travaux dans les champs depuis toujours. Après, je me suis jamais trop projeté, en tout cas à l'époque, sur ce que je voulais faire et ce que j'aimais vraiment l'agriculture, quoi. Ça me passait un peu au-dessus en mode c'est comme ça, et je me posais pas la question et je me dirigeais, quoi, comme on dit. Et ça m'est venu assez tard au final, plutôt master 2, quoi, tu vois, où je me disais en fait ce que je fais mais ça me plaît pas du tout. Et dans l'agriculture, en fait c'est un socle, c'est un terreau à l'entrepreneuriat qui est juste énorme parce qu'il y a tout à faire. Tout est possible, donc ça peut être complexe mais c'est génial, et tu peux avoir 1000 initiatives. Et toi tu as la ferme, cette base où tu peux créer plein de choses, quoi. Et c'est là où je m'en suis un peu rendu compte, et je me suis dit pourquoi pas se servir un petit peu de socle et de ces 3 dernières générations qui ont bossé pour entretenir un outil de travail et pouvoir à terme peut-être nous transmettre quelque chose. Et donc autant essayer d'en profiter et de se dire on peut développer d'autres trucs, tout en sortant de ce que eux font, parce que c'est pas vraiment l'agriculture qui m'intéresse en tant que telle, mais de la diversifier, d'innover un peu, de faire d'autres choses. Et là, le projet de méta était un petit peu la transition, en se disant c'est une brique qui est différente, hein. Donc le but c'est vraiment de laisser les fermes au centre de l'agriculture, parce qu'il y a toujours un enjeu de nourrir l'homme, et du coup le but c'est pas de faire que de l'énergie renouvelable avec ce qu'on cultive, hein, loin de là. Oui, que la méthanisation prenne le pas sur la production. On a tout fait depuis le début, et on s'est aussi associé avec des gens depuis le début, où on voulait vraiment garder cette politique de dire les fermes c'est la base. Ça reste des agriculteurs qui produisent de la nourriture, etc. Et ça changera pas. Et la méta c'est juste une brique, une annexe qui permet une diversification et un débouché supplémentaire, et avoir du digestat pour par exemple tendre vers l'autonomie en engrais. Voilà. Donc c'est très complémentaire, mais ça restera la production alimentaire et les fermes qui resteront au centre. Mais moi du coup ce projet m'a permis de faire un peu le lien entre les deux, et donc je suis pas du tout sur la ferme aujourd'hui, hein. J'y travaille pas, j'ai très peu d'interaction. Mais petit à petit le projet va se mettre en place, et ça permettra de recréer du lien, et ça montrera aussi un peu à tout le monde, en tout cas tous les associés du projet, qu'on peut faire des choses ensemble, des trucs un peu innovants, qu'on voit pas partout, et que c'est possible et que ça peut fonctionner, et qu'il faut pas hésiter à changer un peu, à sortir un peu de ce clivage et de petites habitudes qu'on a depuis 30 ans, et de se dire il y a d'autres agricultures qui sont possibles, et go, quoi. C'est hyper intéressant. Et du coup, pour en avoir parlé pas mal avec toi aussi, je sais que là, du coup, ce qui se concrétise aujourd'hui, clairement, c'est le projet de méthanisation, mais tu as aussi, effectivement, tu as cette base, cet outil qui sont les terres agricoles de tes parents, où tout est un peu possible. Et est-ce que aujourd'hui, tu as d'autres projets que tu aimerais développer dessus? Parce que là, je sais pas du coup ce qui va se passer pour toi aussi à partir du moment où le projet est en route. Je sais qu'il y aura des salariés dessus, etc., qui vont s'en occuper. Est-ce que toi, du coup, ça va te prendre encore plus de temps qu'aujourd'hui, ou au final, est-ce que tu vas mettre un peu plus de frein là-dessus? Et est-ce que du coup, ça te permettrait pas de développer d'autres choses encore sur la base de cette ferme? Si, ouais, tout à fait. Sur la partie méta, là, on attaque quand même 2 années de suivi chantier, mise en service et tout, donc ça va être quand même assez intense sur les 2 prochaines années. Après, si on s'organise bien, ça peut être plus calme.
Néanmoins, il y a toujours 1 milliard de trucs à développer, même sur un projet de méta. Exemple, des traitements plus poussés de digesta pour essayer de valoriser au mieux la concentration des éléments fertilisants. Pourquoi pas essayer même de la valoriser auprès de tiers dans un second temps. Il y a la partie, on parlait du biogaz tout à l'heure. Dans le biogaz, il y a donc 50% de CH4 valorisé, 50% de CO2. Aujourd'hui, dans la méta, le CO2, il n'est pas valorisé. Donc, il est rejeté dans l'atmosphère. Donc, c'est un bilan carbone neutre parce que les matières qu'on met dedans, elles ont capté du carbone pour leur croissance. Donc, c'est neutre. Mais tout de même, on le rejette. Et donc, il y a aussi des pistes de développement qui commencent à pointer le bout de leur nez sur la valorisation du CO2, qui est un marché qui existe. Il y a tout ce qui est un petit peu pyrogazéification, power to gas, où l'idée ça peut être aussi de coupler le gaz et donc la méthanisation avec d'autres types de production d'énergie renouvelable. Exemple l'éolien, où on sait que c'est vachement intermittent, que ça peut poser des problèmes. Exemple la nuit, il y a une consommation assez faible, il y a un vent de fou, toutes les éoliennes tournent, sauf qu'on n'est pas capable de valoriser et de stocker l'énergie électrique. Donc il y en a une partie qui peut être perdue, donc c'est quand même assez dommage. Et donc le power to gas, par exemple, c'est un concept qui dit on va se servir du gaz, on va se servir des surplus d'électricité verte pour électrolyser de l'eau. Et ensuite, on va produire avec cette électrolyse du dihydrogène. Et c'est ce dihydrogène qui est un gaz qu'on va pouvoir stocker dans nos réseaux de gaz. D'accord. Et en fait, en France, on a une grosse infrastructure gazière gérée par GRT Gaz, GRDF, etc. Et donc, ça pourrait être un des moyens de se dire on ne stocke pas l'énergie sous sa forme électricité, mais on la stocke sous sa forme gaz. Et ça, on sait le faire et on a déjà les infrastructures pour le faire. Et on sait que le stockage de l'énergie, du coup, c'est vraiment the enjeu, je pense, les prochaines années aussi pour développer les énergies vertes. Tout à fait. Et donc, ça peut être un moyen. Et le lien avec la méta, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est les phénomènes de méthanation, là, tout ce qui est réaction de Sabatier, ce genre de choses, où l'idée, c'est de se servir du CO2 qui est produit par la méthanisation et de le coupler avec du dihydrogène qui serait produit par de l'électrolyse de l'eau venant de l'électricité verte pour refaire ce qu'on appelle du syngas, du gaz de synthèse, et donc qui est du CH4, et de le réinjecter naturellement aussi dans le réseau. Donc il y a énormément de trucs à développer. Tu auras toujours des choses à faire sur le projet, quoi. Ouais, exactement. Et donc, au-delà du projet, sur la ferme, il y a 1 milliard de choses à faire, je pense. Déjà, peut-être en changeant petit à petit ces pratiques pour essayer, par exemple, de moins travailler le sol, de travailler beaucoup plus en direct, de faire des cultures qu'on ne fait plus depuis longtemps, mais où, si on creuse un petit peu, en fait, il y a des marchés qui existent, de niche, certes, mais qui, pourquoi pas, peuvent être pénétrés. Il y a tout ce qui est après je suis pas dogmatique, je sais pas ce qui va fonctionner ou ce qui va pas fonctionner, c'est juste des idées, mais en tout cas il y a des trucs à tester. Il y a tout ce qui est agroforesterie par exemple, où moi perso j'y crois beaucoup parce que toutes les études qui ont été menées prouvent que si tu cumules culture, donc céréalière par exemple, avec de la production sylvicole ou arboricole, ça fonctionne, et tu as des rendements et des productions à l'hectare qui sont beaucoup plus importantes. Donc peut-être pas pour faire du bois de chauffage, mais pourquoi pas travailler des essences de bois pour les ébénistes qui pourraient être intéressants. Pourquoi pas faire de l'arbre fruitier et du coup essayer de valoriser mieux derrière le produit. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs à faire qui peuvent être intéressants. Donc là, tu es en train pareil de regarder un peu tout ce qui est faisable et puis de voir et puis après, il faut essayer, quoi. Ouais, c'est ça. Faut planter et voir comment ça pousse. Pour terminer du coup cette interview et peut-être permettre aux personnes qui nous écoutent de poursuivre un peu la discussion, de creuser le sujet, est-ce que tu as des ressources un peu sympas, pas les gros livres puf là que tu t'es fait sur la méthanisation, mais est-ce que tu as des idées de ressources un petit peu chouettes L'ADEME a fait quand même beaucoup de travaux de recherche dessus, donc les trucs sont assez facilement accessibles, donc il y a quand même pas mal de choses. Sur l'ADEME, il y a sur les digestats, tu me posais la question tout à l'heure, il y a une association qui s'appelle AILE, qui a pas mal bossé sur la question des digestats, de la valorisation, de l'impact aussi sur le sol, parce que vu que c'est assez nouveau, on ne savait pas trop comment ça pouvait réagir. Faut faire des études et tout, quoi. Exactement, et du coup, eux les ont faites, et il y a des rapports qui sont accessibles, qui vulgarisent assez bien le truc. Top. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté le 4e épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Geoffrey de nous avoir partagé sa passion pour le milieu agricole et son énergie d'entrepreneur. Merci également à Paul pour la partie technique.
En tout cas, on souhaite toute la réussite méritée pour Biogaz de l'Orvin, l'unité de méthanisation pilotée par Geoffrey. Pour être informé des futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre La Ferme Digitale sur les différents réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et les autres plateformes. Parlez-en autour de vous et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux. À très bientôt pour un nouvel épisode de Futur Agri.